Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais développer comment se libérer des dépendances, dépendance affective, dépendance aux drogues, dépendance à l'alcool et comment se libérer des peurs. Peur de l'abandon, peur du rejet, peur de l'humiliation, peur de l'injustice, peur de la trahison, pour enfin retrouver la confiance, l'enthousiasme, la sérénité et tout simplement trouver sa juste place dans ce monde et peut-être un certain bonheur à vivre sa vie pleinement. Nous allons voir ensemble pourquoi oui c'est possible, vous pouvez le faire et comment vous pouvez le faire. Nous allons voir la méthode exacte à utiliser pour vous libérer de vos dépendances et le processus complet pour vous libérer de vos peurs et changer vos croyances, vos pensées, vos ruminations sans effort de volonté car les informations sont dans votre corps et pas dans votre tête, c'est très important. J'ai déjà publié en 2018 une vidéo sur les origines de la dépendance affective et les solutions pour y remédier. Et cette vidéo, à mon grand étonnement, mais c'est super comme ça, elle a suscité de nombreux appels téléphoniques et parmi ces personnes qui m'ont contacté, nombre d'entre elles sont venues en séminaire de thérapie pour se libérer. Et ces personnes, eh bien, avant de venir, elles manquaient de confiance, elles doutaient, elles se demandaient si ça allait fonctionner pour elles, si elles allaient être à la hauteur, elles se posaient plein de questions et c'est tout à fait normal. Alors voilà, j'ai souhaité compléter cette première vidéo en répondant aux questions qui reviennent régulièrement avant le séminaire résidentiel ou au téléphone et vous allez voir que oui, c'est possible de se libérer de ces dépendances, c'est possible de se libérer de la dépendance affective, c'est possible de se libérer de la dépendance aux drogues, à l'alcool et vous allez voir que c'est possible aussi de se libérer de ses peurs, c'est possible de se réparer, de se libérer des relations toxiques. Et tout ça, vous pouvez le faire sans passer des années en thérapie sur un divan à blablater, sans vous torturer l'esprit. Même si vous avez peur de ne pas y arriver aujourd'hui, même si aujourd'hui vous manquez de confiance et d'estime, et même si peut-être que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive en ce moment même. Alors aussi, pour répondre à cette première question, la question du doute, je vais tout simplement vous partager mon histoire, puisque ces techniques que j'utilise au quotidien, c'est exactement ce que moi-même j'ai utilisé pour me libérer de la dépendance affective, de mes peurs du rejet, de la solitude, de l'abandon, et cela à l'époque avec vraiment une très faible estime de moi-même, une confiance très fragile à l'époque, et sans jamais avoir acquis auparavant la moindre notion de développement personnel. Alors ensuite, à la fin, je laisserai la parole aux personnes qui ont participé à un séminaire et sont membres aujourd'hui de ma formation en ligne. Alors c'est parti, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cyril Novou, je suis né dans l'océan Indien, aux Comores, à Moroni, j'ai grandi à Mayotte et à Angers, dans le Maine-et-Loire, où je vis aujourd'hui. J'ai accompagné plus de 228 personnes en 2018, je suis un expert en thérapie à médiation corporelle, je suis ingénieur en télécommunication de formation, mais ne vous faites pas de fausses idées, je suis pas un génie avec un QI de 160, je suis juste une personne normale, je mesure 1m79 et j'ai passé 24 ans englué dans des relations toxiques. Je suis un ancien grand dépendant affectif, j'ai 3 enfants, je suis séparé de la maman de mes enfants et j'ai une compagne. Voilà, j'ai rien de spécial, je suis quelqu'un de normal. Dès l'âge de 3 ans, j'ai eu des problèmes de poids assez importants. Ces problèmes de poids se sont ensuite accentués en grandissant. Et lorsque je suis arrivé à Angers à l'âge de 10 ans, suite à un problème conjugal entre mes parents, nous avons en fait quitté Mayotte pour rejoindre Angers et ce fut pour moi un véritable déracinement en fait de quitter mon lagon, de quitter l'environnement où j'avais grandi, où je m'épanouissais et j'étais extrêmement triste à cette époque. C'était douloureux pour moi de quitter Mayotte. À 13 ans, je pesais 100 kilos. À 18 ans, je pesais 150 kilos. Alors en fait, je dis 150 kg, mais la vérité, c'est que j'ai arrêté de me peser à 150 kg parce que la balance, elle montait pas au-dessus. Donc je sais que je suis monté au-dessus, mais je sais pas à combien. Et en fait, c'était de l'obésité morbide, tout simplement. À 21 ans, 3 ans plus tard, j'étais jeté en prison pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Les connaisseurs appellent ça l'ILS, c'est-à-dire la drogue. C'était une période extrêmement sombre pour moi, très dure, vraiment très dure. J'étais complètement perdu, j'étais seul, j'avais tout perdu, j'étais au fond du trou, complètement déprimé, j'étais à terre dans une cellule en fait de 6 mètres carrés et cela m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que si je voulais que les choses changent, je ne pouvais compter que sur moi-même. Si je voulais du changement, je devais prendre mes responsabilités et assumer.
Et ce jour-là, ce fut vraiment comme un bing bang dans ma tête. C'était vraiment ça, je devais prendre mes responsabilités. Il a fallu que je touche le fond, mais vraiment, quand je vous dis toucher le fond, c'est peu de le dire. Il a fallu que je touche le fond pour comprendre ça. Et j'ai alors décidé de poursuivre mon rêve de l'époque. Mon rêve de l'époque, c'était de devenir ingénieur en informatique et en télécommunication. Et donc, j'ai écrit au juge d'instruction. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Je crois que ça a changé de nom depuis. Enfin, je ne suis pas retourné. Et donc, ce juge, je lui ai écrit une lettre et je lui ai demandé l'autorisation de faire entrer mes bouquins, parce qu'à l'époque, j'étais étudiant. Je lui ai demandé l'autorisation de faire entrer mes livres de physique, mes livres de maths en prison. Et j'ai rendu la télévision qui diffusait des clips abrutissants du soir au matin dans ces 6 mètres carrés et le juge a accepté. Donc ça a pris un peu de temps, les livres sont passés à la fouille complète, mais j'ai eu mes bouquins et là j'ai révisé. J'ai bossé comme un dingue. Et quelques mois après ma sortie de prison, j'ai passé les concours, en candidat libre bien évidemment, pour intégrer une école d'ingénieur. Et quand j'ai regardé les résultats, le jour des résultats, j'étais reçu second sur 679 candidats. Waouh! Lorsque j'ai constaté ces résultats, c'était sur un Minitel à l'époque, pour ceux qui ont connu le Minitel, j'arrivais pas à y croire. Et quand j'ai réalisé que j'étais pris en école d'ingénieur, j'ai pleuré. J'ai pleuré de joie car j'étais sauvé, j'étais enfin sauvé. Et pour moi, c'était la preuve que, en fait, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'était la preuve que nous devons toujours garder confiance en nous, même dans les pires moments. J'ai intégré mon école et à 27 ans, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en télécommunications. Voilà, j'ai bossé dans des startups, dans des grands groupes télécoms sur Paris et à 36 ans, j'étais revenu sur Angers. J'avais une grosse maison, j'avais une grosse bagnole, j'avais une belle femme, j'avais 3 beaux enfants. Bref, on aurait pu dire de moi à l'époque, il a tout pour être heureux. Et pourtant, j'étais triste comme la pierre. Ma vie n'avait aucun sens. Je ne prenais plaisir à rien. Je n'avais goût à rien. Et du coup, je démarre une thérapie personnelle intensive. Alors, je connaissais rien à tout ça, thérapie, les psys. Et c'est là que je découvre en fait que ma vie tout entière était marquée par les dépendances et les relations toxiques. Dépendance à la nourriture d'abord, dépendance à la drogue ensuite, dépendance au travail enfin. C'est le moment où je découvre alors que toutes ces dépendances ont pour seule origine, toutes ces dépendances n'ont qu'une seule origine, c'est la dépendance affective. Et c'est là que je comprends que pour arrêter la drogue, ou la nourriture, ou l'alcool, il suffit en réalité de traiter la dépendance affective. Les dépendances à la nourriture, aux drogues, à l'alcool ne sont que les conséquences de la dépendance affective. Cette découverte fut une révélation énorme pour moi. Avec ma thérapie, je découvre aussi mon côté toxique. Je comprends que je suis un grand dépendant affectif qui a utilisé la nourriture, la drogue et le travail à outrance pour faire face à sa souffrance. Et c'est aussi le moment où je découvre que si je recherchais la compagnie et l'amour de personnes qui ne m'aimaient pas, c'était que moi-même, en réalité, je ne m'aimais pas. Okay ? Voilà pourquoi j'étais englué dans des relations toxiques. Voilà pourquoi j'attirais à moi les pervers narcissiques. Et tout a pris un sens à ce moment-là. J'avais une faille narcissique béante, mouse costaud. Et donc, du coup, j'attirais, entre autres, des dépendants affectifs et des pervers narcissiques, car qui se ressemblent s'assemblent. C'est à partir de ce moment-là que je décide que je vais apprendre à m'aimer, que je décide de régler mes problèmes de fond. Alors, je l'ai fait et j'ai trouvé ça tellement génial, mais tellement génial que j'ai décidé d'en faire mon métier. Alors voilà, j'avais la chance d'avoir un petit peu de sous de côté, je me suis formé pendant 3 ans, et je continue encore aujourd'hui, 10 ans après, à me former. Je suis un éternel étudiant, j'adore apprendre. Et à 39 ans, je m'installe comme thérapeute à médiation corporelle à Angers, d'où je fais cette vidéo. Et au bout de quelques mois, je remarque que mes patients, en fait, qui ne se connaissent pas entre eux, bien évidemment, viennent tous me voir pour la même chose. Ils viennent tous me voir pour les relations toxiques et la dépendance affective, à 80%. À 43 ans, je crée le programme Affirmez-vous et osez.
Et aujourd'hui, j'accompagne des personnes à se libérer de la dépendance affective et des relations toxiques à travers le monde. J'ai des clients partout, en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, à l'île Maurice même. Salut Eric, à Dubaï, au Liban. Alors, voilà. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est pas pour me vanter, pas du tout, pas besoin de ça. C'est simplement pour vous montrer que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est simplement pour vous montrer que c'est possible. C'est possible de se libérer de la dépendance affective rapidement, même quand on part de très très loin, ce qui était mon cas. Ce qui importe, c'est d'utiliser la bonne méthode et de s'y tenir. Et pour tout vous dire, dans cette aventure, il ne s'agit plus seulement de moi, mais également de toutes les personnes qui m'ont fait confiance ces dernières années, et je les en remercie chaleureusement. Parmi elles, il y a Mireille, Jacques, Véronique, Nathalie et tous les autres. Je ne pourrais pas tous les citer, mais vous pouvez trouver leurs témoignages sur mon blog affirmez-vous.com. Et avec cette formation, c'est une véritable communauté qui s'est créée autour des masterclass, autour des réunions en ligne. Et cette communauté s'est formée parce que c'était la manière la plus logique pour se transformer, parce que c'est même un plaisir de nous retrouver pour travailler ensemble. Chacun y partage ses victoires, ses réussites, ses interrogations aussi, ses soucis, ses solutions. On se félicite. Voilà, tout le monde célèbre sa réussite dans la communauté et ça, c'est génial parce que c'est important de célébrer nos réussites. Alors voilà mon parcours et vous comprenez maintenant pourquoi c'est possible pour vous aussi d'y arriver car tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Alors qu'est-ce que la dépendance affective? La dépendance affective, c'est un trouble de la personnalité qui est caractérisé par un sentiment de manque puissant. C'est comme un besoin douloureux en fait qu'il est nécessaire d'assouvir sans cesse. Mais c'est également un manque en nous que nous cherchons à combler par l'extérieur. Et une fois qu'on a trouvé cette chose à l'extérieur, elle nous devient indispensable et nous en sommes dépendants. Cela devient nécessaire pour ne pas dire vital, on ne pense qu'à ça, cette chose nous hante. Alors il existe différentes formes de dépendance, il y a aussi la dépendance au sport, au sexe, à la nourriture, donc ça c'est une addiction, c'est une drogue en fait qui est plus ou moins dure. La dépendance affective peut s'exprimer sous différentes formes de dépendance. On l'a vu, la dépendance elle peut aussi être sentimentale ou sexuelle et dans tous les cas il nous faut trouver une personne capable de combler au mieux ce manque. Alors cela semble tout à fait légitime de vouloir se débarrasser de ses souffrances, seulement voilà, il y a un problème. Le problème c'est qu'une relation amoureuse n'est pas faite pour combler un vide en nous. Parce que l'autre devient alors à la fois votre bol d'air, votre équilibre, la raison de votre bonheur et en même temps votre pire ennemi et la raison de vos souffrances. Alors on va identifier une personnalité dépendante affective lorsque la personne est dépendante des regards extérieurs pour juger de sa valeur. C'est-à-dire que pour cette personne, l'amour et l'estime qu'elle se porte à elle-même dépendent de facteurs extérieurs. Et comme son amour d'elle-même et son estime dépendent de facteurs extérieurs, alors la personne dépendante affective se voit et se juge dans les yeux et dans le regard des autres. Elle est fortement dépendante en fait du regard des autres, de ce que les autres pensent d'elle et de ce que en fait les autres pensent tout court. Et cela la rend particulièrement manipulable, car elle cherche à combler ses besoins à travers les autres, elle va donc avoir tendance à s'oublier, à oublier ses propres besoins et désirs pour se conformer à ceux des autres, pour plaire aux autres, dans le but non avoué d'obtenir en échange de la reconnaissance, de la considération et de l'amour. La recherche de quelque chose chez l'autre et le fait de trouver en l'autre ce qui temporairement va nous combler, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, mais c'est bien de la dépendance. Et c'est là la très grande différence. La dépendance crée cet attachement que l'on confond alors avec l'amour, mais cela n'a pourtant rien à voir. Alors voilà pourquoi on parle également de trouble de l'attachement. Une personnalité dépendante affective a peur de perdre l'amour ou l'amitié des autres, de son conjoint, de ses amis, de ses parents, de ses collègues. Alors pour éviter ce qu'elle redoute le plus, cette perte, eh bien elle va avoir tendance à vouloir plaire à tout prix, à rendre des services à outrance pour conserver ou obtenir de l'amitié, de l'affection en échange.
Et cela va engendrer chez elle une communication déficiente parce qu'elle ne va pas communiquer son insatisfaction, elle ne dira jamais ou très rarement que ce qu'elle vit avec certaines personnes ne lui convient pas. Et elle a aussi de la difficulté à exprimer son opinion, à dire non, car elle a peur de déplaire. Elle a peur de déplaire et même si elle pense que son interlocuteur a tort, elle est capable de dire qu'elle est d'accord. Et de la même façon, en fait, elle va pouvoir comme ça poser des actions en désaccord avec ce qu'elle veut, avec ce qu'elle pense. Elle ne se respecte pas. Elle pourra par exemple faire des tâches ou des activités qu'elle n'aime pas simplement pour plaire à quelqu'un. Okay. Alors la personne qui souffre de dépendance affective, c'est une personne qui a au fond d'elle une partie d'elle-même qui manque d'amour, qui ne se sent pas digne d'être aimée. C'est une partie d'elle-même en manque de reconnaissance, en manque d'estime et sur de nombreux points en manque d'affirmation. Et qui dit manque d'affirmation dit manque de confiance, manque d'estime, manque d'assurance. Alors comment savoir si vous êtes concerné par la dépendance affective et le trouble de l'attachement ? Sous cette vidéo, vous trouverez le lien pour passer le test complet et pour le fun, je vous propose rapidement, sans plus tarder, là, de vous munir d'un papier, d'un crayon, pour compter le nombre de vos réponses positives aux 17 principales questions que je vais vous poser pour ce test simplifié. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause maintenant, le temps d'aller chercher une feuille et un papier, un crayon, et lorsque ce sera bon, vous la remettez sur play. Comment va se dérouler ce test ? C'est simple, je vais énoncer des affirmations et parfois vous poser des questions et je vais enchaîner cette série d'affirmations et de questions à un rythme soutenu. De votre côté, vous notez sur la feuille de papier immédiatement +1 lorsque l'affirmation est vraie, pour vous bien sûr, ou que la réponse est oui, et vous notez 0 lorsque vous n'êtes pas du tout concerné par l'affirmation ou que la réponse à la question est non. Alors j'espère que c'est clair pour vous. Notez 1 pour dire vrai, oui, ou vous notez 0 pour dire faux ou non. Notez vos réponses sur votre papier dans une colonne, les unes à la suite des autres, sans chercher à réfléchir ou à comprendre ou analyser quoi que ce soit, vous faites comme ça vient. Okay ? Soyez honnête envers vous-même, et si vous souhaitez avoir un résultat significatif, voilà, vous jouez le jeu et ça va être bon. Alors si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Première question, prendre des décisions sans conseil ni validation d'une tierce personne, cela vous est difficile. Deuxième question, lorsque vous êtes seul ou lorsque vous pensez à l'idée de la solitude, vous vous sentez anxieux. Lorsque quelque chose ne va pas, vous vous sentez facilement responsable. Les demandes et besoins des autres, vous vous sentez obligé de les satisfaire. L'approbation et le réconfort des autres, vous en avez souvent besoin. Poser et défendre vos propres limites, cela vous est difficile. Vous avez souvent peur d'être rejeté ou abandonné. Vous avez des angoisses dès que vous êtes sans nouvelles de votre conjoint, de votre petit ami. Vous êtes continuellement en demande de démonstration affective de la part de votre amoureux. Vous vérifiez sans cesse si vos amis, votre conjoint, vous aiment toujours. Vous avez constamment besoin d'être rassuré. Votre amoureux, votre amoureuse vous fait souffrir, mais vous n'arrivez pas à envisager la vie sans lui ou sans elle. La jalousie, ça vous connaît ? Mettez 1 pour oui, 0 pour non. Dans votre job, vous en faites toujours trop ? Vous attachez continuellement à des personnes indisponibles. Ça vous ressemble ? Idéalisez l'autre jusqu'à parfois lui prêter des pouvoirs qu'il n'a pas. Cela vous arrive-t-il ? Anticiper les besoins des autres. C'est une habitude chez vous ? Et enfin, dernière question. Tout contrôler, c'est facile pour vous ? Alors voilà. Sur les 17 questions et affirmations du test, combien avez-vous comptabilisé de points ? Vous pouvez mettre le score dans les commentaires sous la vidéo.
Si vous avez au moins 3 oui, vous êtes un dépendant affectif, mais cela pour l'instant ne vous handicape pas trop. Peut-être que vous traversez simplement une période délicate qui vous fragilise et il est encore temps de travailler sur vous afin de retrouver un équilibre relationnel. Ne laissez pas la dépendance affective s'installer. Si vous avez entre 6 et 10 réponses affirmatives, la dépendance affective est votre principal souci. C'est-à-dire que ce trouble est probablement apparu assez tôt dans votre vie et n'a fait que s'amplifier. Du coup, tout ce qui est d'ordre relationnel et affectif est pour vous un problème. Il y a des chances que vous soyez constamment dans l'anxiété de déplaire et de perdre l'amour d'autrui. Et cela peut vous empêcher d'être vous-même, cela peut vous empêcher d'être libre. Si vous avez plus de 10 réponses positives, eh bien votre dépendance affective vous apporte beaucoup de souffrance. C'est-à-dire que tous ces sujets à angoisse, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse, vous êtes facilement manipulable et vous pourriez, un jour ou l'autre, tomber dans les filets d'un PN, si ce n'est pas déjà fait. À ce stade, la dépendance affective est comme une maladie et vous avez intérêt à faire rapidement quelque chose pour en sortir. Ne faites plus l'autruche. Alors voilà, ça c'était le test rapide. Si vous voulez passer le test complet, cliquez sur le lien dans la description et passez le test. Vous recevrez vos résultats par email. Alors pour résumer, le problème de la personnalité en manque affectif, il est triple. Son problème est triple. Tout d'abord, elle a des croyances limitantes vis-à-vis d'elle-même. C'est-à-dire, elle pense ne pas avoir de valeur, elle pense ne pas être digne d'être aimée. En fait, c'est une personne qui ne s'aime pas et qui se sent souvent coupable. Le problème de la personnalité en manque affectif est également émotionnel. C'est-à-dire que c'est une personne qui est triste car elle manque d'amour et elle a peur d'être abandonnée, d'être rejetée. Et enfin, son problème est comportemental car elle ne satisfait pas ses propres besoins et désirs. Elle ne se met pas au centre du jeu. Elle ne sait pas poser des limites, elle ne sait pas s'affirmer, elle confond affirmation et agressivité et elle utilise la fuite et la manipulation pour survivre. Car en fait, elle ne sait pas faire autrement et elle répète inlassablement les mêmes scénarios perdants dans ses relations, dans tous les aspects de sa vie, tant du point de vue affectif que dans l'aspect social et professionnel. Et vous le savez, nous sommes tous pareils, nous avons beau constater que notre manière de nous comporter dans nos relations ne donne pas les résultats que nous aurions escomptés, que nous aurions souhaités, mais c'est plus fort que nous. Nous répétons sans cesse les mêmes schémas. Et tant qu'on continue de faire ce qu'on a toujours fait, nous continuons d'obtenir les mêmes résultats. J'aime bien prendre cette image, vous savez, c'est comme les mouches qui se cognent inlassablement sur les fenêtres, encore et encore, qui se cognent sur les vitres d'une fenêtre fermée pour sortir. Voilà, nous sommes pareils, nous vivons dans l'inconscience, nous répétons les mêmes schémas jusqu'au jour où nous n'en pouvons plus, jusqu'au jour où c'est le bon moment pour nous de enfin décider de nous libérer de cette dépendance qui nous enferme littéralement dans une vie insatisfaisante. Nous vivons dans l'inconscience jusqu'au jour où nous décidons de nous réparer, de combler notre manque affectif. Alors, comment faire pour se libérer de la dépendance affective ? 3 actions mènent à la libération de la dépendance affective. Première action, transformer ses croyances limitantes, c'est-à-dire se savoir digne d'être aimé. La deuxième action, elle est émotionnelle, c'est réparer les parties de nous qui manquent d'amour, réparer le manque affectif, combler le manque affectif. Et enfin, la troisième action, au niveau comportemental, c'est apprendre à se respecter, apprendre à s'affirmer, se traiter avec bienveillance. Pour comprendre comment faire pour se libérer de la dépendance affective, nous devons comprendre comment s'installe la dépendance affective. Question, comment s'installe la dépendance affective ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que au fur et à mesure que nous évoluons dans notre vie, que nous grandissons, nous vivons des expériences de vie. Et cela commence dès la conception dans le ventre de maman et se termine à la mort physique du corps. Lorsque nous vivons une expérience de vie, nous avons des pensées qui nous viennent. Nous vivons des émotions dans notre corps.
C'est-à-dire que durant l'expérience, nous ressentons du plaisir, ou je sais pas, de la tristesse, de la colère ou de la peur. Et enfin, nous adoptons des comportements. Nous pouvons fuir lors de cette expérience de vie, nous pouvons combattre, ou nous pouvons être complètement inhibés comme la proie devant le prédateur. Ces expériences de vie ont donc 3 dimensions. Une dimension mentale, les pensées, une dimension émotionnelle, nous ressentons peur, colère, tristesse, joie dans notre corps, et une dimension comportementale, nous prenons des habitudes. Lorsqu'une expérience de vie est terminée, nous tirons une ou plusieurs leçons de cette expérience. C'est-à-dire que nous donnons un sens à ce qui a été vécu et nous forgeons ainsi nos croyances. Nous forgeons nos comportements au fur et à mesure que nous vivons nos expériences de vie. Et une expérience de vie va alors être dite complète lorsque l'émotion qui a été vécue durant l'expérience est totalement évacuée. Lorsque l'émotion qui a été vécue durant l'expérience est totalement digérée. Ça, c'est une expérience de vie complète, quand on va au bout. Mais il peut arriver que, durant une expérience de vie, l'émotion ou les émotions vécues ne sont pas totalement évacuées. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas complètement digérées parce que c'était juste pas possible, parce que nous les avons réprimées. Et dans ce cas-là, l'expérience est alors dite incomplète, car nous ne sommes pas allés au bout de ce que nous voulions faire, car nous ne sommes pas allés au bout de ce que nous voulions obtenir, et nous sommes donc restés en fait dans la peur, dans la frustration, dans la tristesse. Nous sommes restés dans ces émotions. Les émotions qui n'ont pas été évacuées alors vont vraiment se figer, vont s'engrammer littéralement dans le corps. Et du coup, le sens que nous allons donner à cette expérience va être teinté, va être empreint de ces émotions. Le sens que nous allons donner à cette expérience va forger nos croyances. Voilà comment se créent nos croyances, voilà comment nous forgeons nous-mêmes nos croyances. Ok ? C'est très important. Mais ce n'est pas tout. Lorsque l'expérience est incomplète, nous restons comme bloqués dans le scénario de cette expérience incomplète. Donc vous comprenez maintenant que lorsque nous vivons une expérience de vie incomplète, eh bien celle-ci va laisser en nous une empreinte mentale qui va forger ou renforcer nos croyances, mais elle va laisser également une empreinte émotionnelle. Ce sont les émotions qui seront restées bloquées dans notre corps. Et enfin, cette expérience de vie incomplète va laisser une expérience comportementale. Ce sont les schémas, les scénarios que nous rejouons encore et encore, comme des petits programmes informatiques. Et plus tard dans notre vie, eh bien, nous allons rejouer en fait ces scénarios encore et encore dans différentes situations. C'est-à-dire que nous allons rencontrer des situations dans la vie quotidienne qui vont réactiver le scénario de l'expérience de vie incomplète passée. Et un scénario qui a été vécu des années, voire des dizaines d'années auparavant, peut être réactivé, comme ça. Okay. Et des expériences incomplètes, nous commençons à en vivre dès la conception dans le ventre de maman. Ce sont les empreintes prénatales. Si vous suivez mes vidéos sur YouTube, vous le savez, c'est le docteur Claude Imbert qui a révélé le rôle fondateur des empreintes prénatales dans la construction du psychisme humain. Et cette découverte, ça a été un pas de géant dans la connaissance du fonctionnement intime de l'être humain. Ce qu'il faut retenir des découvertes du Dr Claude Imbert, c'est que nous portons tous des blessures depuis la vie intra-utérine. Et même en l'absence d'organes d'essence développés, eh bien en fait c'est notre conscience qui capte, qui enregistre, qui évalue toutes les informations dans l'utérus et dans l'environnement immédiat en fait de notre maman. Et lorsque dans le ventre de maman, nous vivons des moments difficiles où les émotions se bousculent et nous submergent, par exemple lorsque nous vivons un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet, l'impression de ne pas être conforme à ce que nos parents attendaient de nous, ou lorsque nous ressentons de la culpabilité, eh bien personne n'est là pour nous protéger, personne n'est là pour nous consoler, personne n'est là pour nous expliquer ce qui se passe réellement. Et du coup, en l'absence de toute compréhension, l'embryon ou le fœtus eh bien, va interpréter à sa manière
ce qui se passe. Et cette interprétation est forcément limitée, limitante, c'est-à-dire que le fœtus, l'embryon, le bébé, interprète l'événement douloureux qu'il vit et il en fait une croyance qui se grave dans sa conscience et, on pourrait même dire, dans le marbre de sa vie. Les principales interprétations, qui sont aussi les plus lourdes, sont « je n'ai pas de valeur »,« je ne suis pas digne d'être aimé »,« j'ai fait quelque chose de mal et je mérite d'être puni ». Les souffrances vécues sont parfois si fortes que le bébé n'a pas d'autre solution que de mettre en place des stratégies de survie, comme par exemple se couper d'une partie de ses émotions, de ses ressentis ou de ses pensées, ou encore prendre la décision que dans la vie, il va se débrouiller seul. Le bébé n'a pas d'autre solution que de mettre en place des stratégies pour tenter d'être aimé ou reconnu. Alors voici quelques exemples de stratégies mises en place par le bébé pour tenter d'être aimé ou tenter d'être reconnu. Première stratégie, se faire tout petit. Deuxième stratégie, répondre aux besoins de ceux dont il cherche l'attention, tout en niant ses propres besoins. Troisième stratégie, devenir parfait. Quatrième stratégie, se dépêcher. Cinquième stratégie, être fort. Sixième stratégie, travailler dur, voire trop dur, mais pour être reconnu. Et ces stratégies créent des masques, des sous-personnalités, des personnages intérieurs qui finissent par façonner une personnalité. Et comme dirait l'autre, qui sème un acte récolte une habitude, qui sème une habitude récolte un caractère, et qui sème un caractère récolte un destin. Voilà comment, un peu comme des poupées russes, les trois principales croyances limitantes que sont la dévalorisation, le manque d'amour de soi et la culpabilité, ainsi que tous les scénarios associés, les schémas de survie, vont ainsi se reconfirmer tout au long de la vie, de plus en plus fort, jusqu'à polluer tous les domaines de l'existence. Ça va nous polluer l'affectif, ça va nous polluer le social, le professionnel, voilà, tous ces aspects de tous les domaines de l'existence en fait, du bébé une fois qu'il sera devenu adulte. Ces stratégies mises au point pour obtenir de l'amour, de la reconnaissance, elles ont été utiles à un moment. Elles ont été utiles parce qu'elles ont permis de survivre. Okay, mais elles deviennent par la suite de véritables boulets qui peuvent nous entraîner dans des spirales d'autodestruction en passant par la dépression. Alors, quelles sont les principales empreintes prénatales de la vie intra-utérine qui mènent à la dépendance affective? L'empreinte gémellaire est la plus fréquente, je la connais bien puisque je l'avais. L'empreinte gémellaire, c'est quand deux ovules hétérozygotes ou un ovule, dans le cas de jumeaux homozygotes, donc des ovules fécondés, donnent vie à deux embryons et dont l'un meurt spontanément, en général avant la 3e semaine. Alors même si à ce moment la maman perd souvent un peu de sang, cette gémellité passe souvent complètement inaperçue à la mère en fait qui ne peut pas prendre conscience qu'en fait c'est un véritable drame qui est en train de se vivre, c'est un drame que vit l'embryon survivant. Le génie du Dr Claude Imbert, ça a été d'enquêter auprès des scientifiques et des sages-femmes et Dr Claude Imbert parle d'une fréquence de moins 20% des grossesses physiologiques qui sont concernées par des pertes gémellaires. Elle y a consacré un livre et dans ce livre entièrement consacrée au sujet, elle développe entre autres les conséquences psychologiques, la dépression, l'incomplétude, c'est-à-dire le fait de ne pas se sentir complet, les échecs par sabotage, les croyances d'amour-souffrance, c'est-à-dire confondre l'amour et la souffrance. Et elle décrit aussi les symptômes, la boulimie, l'anorexie, les migraines, les colites, mais aussi les petits signes de la vie quotidienne en fait, qui indiquent cette empreinte, comme par exemple acheter des choses en double, être sujet à l'angoisse des chaussettes dépareillées au sortir de la machine à laver. D'autres empreintes laissent des marques profondes dans la psyché et conditionnent la vie du futur adulte. Parmi ces empreintes, le fait de ne pas être désiré par ses parents, c'est une mémoire très fréquente à guérir. Et alors, qu'il s'agisse d'un état d'âme de la mère de courte durée ou que cet état d'âme perdure, il va induire chez l'embryon tout un cortège de dévalorisation, de sentiment de ne pas être digne d'être aimé et de culpabilité de s'être imposé.
Autre empreinte que l'on rencontre souvent, c'est lorsque les parents ou l'un des parents désiraient un enfant de l'autre sexe. Lorsque les parents ou l'un des parents désiraient une fille quand c'est un garçon ou désiraient un garçon et qu'ils attendent une petite fille. Le désir inconscient, ou conscient d'ailleurs, des parents d'avoir un enfant de sexe différent amènera l'enfant à devoir se conformer à leurs attentes pour être aimé. Autre empreinte prénatale que l'on rencontre, ce sont les enfants qui sont nés après un avortement. Je les appelle des enfants de remplacement. Avoir à remplacer un enfant précédent décédé, être conçu après des avortements, lui fait se culpabiliser d'être vivant alors que son ou ses frères et sœurs ne le sont pas. Une tentative d'avortement échouée, ou la simple pensée en fait de vouloir avorter, va générer comme ça toute une mosaïque de croyances et de décisions limitantes comme la peur de mourir, croire que la mère est dangereuse, se méfier de tout le monde, croire devoir se débrouiller seul. Et cela donne plus tard des adultes dans l'hyper-contrôle et l'hyper-vigilance, bien souvent des adultes insomniaques. Le truc, c'est que nous ne voyons pas la réalité, nous ne voyons que notre interprétation de la réalité. Alors ça, c'était les principales empreintes prénatales, les plus courantes que l'on rencontre en séminaire résidentiel de thérapie. Ce sont les empreintes issues des expériences de vie lorsque nous étions dans le ventre de maman. Et vous voyez bien comment la dépendance affective et le sentiment de manquer d'amour, de manquer d'affection, peut déjà se mettre en place lorsque nous sommes dans le ventre de maman. Vous voyez comment des empreintes prénatales peuvent créer des parties en nous qui manquent d'amour. Mais ce n'est pas tout, puisque après la gestation vient la naissance. Et là encore, la dépendance affective peut se mettre en place ou se confirmer à cette étape cruciale de la vie. Voyons comment les principales empreintes issues de la naissance, voyons comment elles peuvent participer à l'installation de la dépendance affective. La naissance constitue un événement majeur dans la vie de chacun de nous, dans la vie de l'être en général. Puisque le bébé va passer de l'univers intérieur à la matrice, de la matrice au monde extérieur. Les circonstances physiques, l'énergie qui l'anime ainsi que ses états d'âme et toutes les interprétations qu'il va fonder durant le processus de naissance seront déterminantes dans toutes les dynamiques de décision et de réalisation de sa vie future. Dit autrement, dans la plupart des projets que nous mettons en œuvre, nous effectuons des copier-coller de la trame de cet événement initial. Dans la plupart des projets que nous mettons en œuvre, nous effectuons des copier-coller de la trame de notre naissance. Plus quotidiennement, en dormant, nous adoptons les positions que nous prenions fœtus dans le ventre et chaque fois que nous nous réveillons, nous rejouons notre naissance dans la manière dont nous émergeons à la conscience d'éveil et dans la manière dont nous propulsons notre énergie au lever. J'ajouterai que l'accueil du bébé au sortir du ventre de sa mère conditionne également le regard et les rapports qu'il entretiendra plus tard avec le monde extérieur selon le déroulement de l'accouchement. C'est-à-dire que selon que l'accouchement ait été spontané ou déclenché, prématuré, par voie naturelle ou par césarienne, je ne sais pas moi, s'il y a eu présentation en siège, s'il y a eu souffrance fœtale, s'il y a eu utilisation des forceps, etc., tous ces paramètres vont être hyper importants. Et vous comprenez bien que les conséquences de la naissance sont nombreuses. Parmi les exemples de conséquences de la naissance, il y a le manque d'amour, le manque affectif, les angoisses, les paniques et les phobies par rapport à des dangers, des impressions de mort imminente, certaines claustrophobies, peur des tunnels, du métro, de l'ascenseur, la peur du vide, l'agoraphobie, la phobie de la lumière, l'intolérance au bruit, la peur du noir, la peur d'être étranglé quand il y avait le cordon, la peur du toucher, la peur des piqûres médicales. Mais c'est pas tout. Les conséquences porteront aussi sur les capacités futures de l'adulte à prendre ses décisions, à s'engager, à s'élancer dans la vie, à surmonter les épreuves, à mener sa relation avec les autres. C'est-à-dire que on retrouvera ici en fait les problématiques de la peur du regard des autres et de la peur du
jugement des autres. Le vécu physique et psychique de la mère prendra également une grande importance. C'est-à-dire que si la maman a vécu des souffrances, je sais pas, une déchirure du périnée par exemple, si elle a des séquelles ou encore un handicap suite à la naissance, eh bien cela peut parfois induire chez le bébé d'immenses culpabilités qu'il portera toute son existence comme un boulet enchaîné à ses pieds. Et c'est tout cet ensemble de conséquences qui va générer pour l'enfant et l'adulte d'énormes obstacles à prendre pleinement sa juste place dans la vie. Et ainsi, au fur et à mesure de notre évolution, nous allons continuer de vivre des expériences de vie incomplètes qui vont venir installer ou renforcer, si elle existe déjà, la dépendance affective en créant à différents âges des parties en nous qui manquent d'affection, en créant à différents âges des parties en nous qui manquent d'amour. Ce sont les empreintes postnatales. Alors, je vous donne un exemple d'empreinte postnatale. Si, enfant, un jour, j'attendais un câlin de mes parents après avoir été humilié, par exemple, ou m'être senti humilié, et que non seulement ils ne m'ont pas fait le câlin, mais qu'en plus, je veux dire, ils ont ri. Eh bien, cela peut créer en moi une sous-personnalité triste, en manque affectif, qui porte une blessure d'humiliation et d'abandon. Donc, pour résumer, comment faire pour se libérer de la dépendance affective? Eh bien, en réalité, il suffit de faire ces trois choses. Transformer les croyances limitantes, c'est-à-dire se savoir digne d'être aimé. Réparer les parties de nous qui manquent d'amour, réparer le manque affectif et libérer les émotions engrammées durant les expériences de vie incomplètes. Troisième action à embrayer, se respecter, apprendre à s'affirmer pour sortir des scénarios répétitifs. Alors comment faire pour se sentir digne d'être aimé? Eh bien, deux actions sont à implémenter pour se sentir digne d'être aimé. Premièrement, se traiter avec bienveillance et compassion et s'affirmer. Deuxièmement, transformer ses croyances pour se savoir aimable, digne d'être aimé. Alors comment transformer nos croyances et réparer le manque affectif? En réalité, transformer nos croyances et réparer le manque affectif, c'est simplement terminer nos expériences de vie incomplètes. Dit autrement, c'est compléter nos expériences de vie incomplètes. Terminer nos expériences de vie incomplètes, c'est réparer nos empreintes prénatales, réparer nos empreintes natales et réparer nos empreintes postnatales. Et pour faire ce travail de réparation, vous devez vous faire accompagner. Vous devez vous faire accompagner d'un thérapeute qui connaît ces problématiques et qui a fait un travail suffisant sur lui-même. C'est indispensable. L'idéal, c'est de le faire avec un thérapeute qui est lui-même passé par là, qui a résolu votre problème pour lui-même. Ce thérapeute sera le plus apte à vous accompagner car il connaît le problème pour l'avoir vécu. Alors comment ça se passe? En réalité, les émotions sont engrammées dans le corps et le corps a enregistré toutes vos expériences de vie comme un disque dur. Le corps a enregistré toutes vos expériences de vie complètes, mais aussi toutes vos expériences de vie incomplètes. C'est comme dans une base de données. Il est donc inutile, ça ne sert à rien de chercher dans votre tête, car votre mental ne vous racontera que des salades. Et vous perdrez un temps fou et une énergie de dingue à tourner en rond, à vous titiller, à vous masturber l'esprit. Le moyen le plus efficace, c'est d'interroger votre corps, car le corps ne triche jamais. Les techniques de thérapie psychocorporelle permettent d'interroger le corps et d'aller directement à la source du problème. Les techniques psychocorporelles permettent de remonter à l'expérience de vie incomplète qui est à l'origine de la naissance de cette sous-personnalité qui est à réparer. Le corps va alors vous faire revivre cette période de votre histoire et vous pourrez alors vous autoriser à libérer l'émotion qui a été bloquée à ce moment-là. Et avec l'accompagnement de votre thérapeute, vous pourrez compléter cette expérience et lui donner une autre signification. En libérant l'émotion engrammée et en complétant l'expérience de vie qui était incomplète auparavant, vous changez votre perception
et vous modifiez ainsi définitivement vos croyances. Vous modifiez ainsi définitivement les croyances qui ont été mises en place lors du premier vécu de cette expérience de vie. En terminant cette expérience de vie, en la revivant et en la terminant, vous changez vos croyances et vous réparez les manques. Alors comment libérer ces empreintes prénatales et comment libérer les mémoires de naissance? Pour libérer les mémoires prénatales et natales, l'utilisation des techniques psychocorporelles pour régresser et revivre l'événement traumatique en état de conscience modifié, c'est précisément ce qui va permettre à l'adulte d'aujourd'hui de se libérer en donnant un autre sens à l'événement traumatique. Car le corps, notre corps, a gardé toute l'information en mémoire et il suffit de l'interroger en utilisant des gestes spécifiques, des techniques spécifiques et des respirations spécifiques également. Et pour le coup, en état de conscience modifié, notre embryon intérieur sera sécurisé et il pourra alors ressentir pleinement, être de son sexe, penser, agir, grandir, prendre son temps, s'autoriser à réussir, s'autoriser à être lui-même, s'autoriser à réussir facilement. Il pourra demander, recevoir, avoir droit à la bonne santé. Dans ces conditions de sécurité, notre embryon intérieur découvrira, entre autres, que même s'il n'était en apparence, pas forcément en apparence désiré en fait, notre embryon intérieur découvrira l'élan de vie et l'amour de la conscience supérieure de ses deux parents. Il comprendra autrement le contexte de la grossesse en découvrant que sa valeur, ses qualités n'ont jamais été remises en cause. Il comprendra que sous l'acte manqué d'une mère en détresse, il y avait simplement la peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. Et il pourra laisser avec autant d'amour qu'il a mis à les porter, les douleurs, les culpabilités, les sentiments de trahison et toutes les limites en fait qui appartiennent à sa mère et à son père et à leur lignée généalogique. Les jumeaux restants, les jumeaux survivants, pourront enfin s'autoriser à prendre leur juste place et vivre pleinement leur vie en retrouvant leur non-responsabilité évidente dans la mort de l'autre. En contactant la continuité de la conscience et du lien, notre embryon intérieur récupérera son entièreté, sa valeur et le sens profond d'avoir vécu cette expérience. Pour ce qui est de la libération des mémoires de naissance, eh bien, nous procédons à des revécus de naissance, où le bébé, empêtré dans ses peurs ou dans son refus de naître, installe une nouvelle compréhension des événements qui se déroulent. Il comprend et ressent que, même si sa mère est inconsciente, le lien avec elle est toujours présent sur un autre plan. Il comprend que les bruits, les agressions dont il est l'objet ne sont en fait que les efforts du personnel médical pour l'aider à naître dans les meilleures conditions. Il comprend que beaucoup des chocs qu'il subit avec douleur ne sont pas dirigés contre lui, mais pour lui, pour assurer sa survie, bien que pratiqués dans l'ignorance de ses besoins et de sa sensibilité. Il intégrera avec soulagement que si sa maman a souffert, ce n'est pas à cause de lui, mais bien en lien avec les mémoires qu'elle porte de ses accouchements précédents, de ceux de sa généalogie, et que son corps a pour le coup engrammé et rejoué. Là encore, ce ne sont que des exemples des miracles que nous vivons en séminaire et en groupe de thérapie. Et en réalité, beaucoup d'entre nous ont vécu des drames dans la matrice et ont mis en place des processus de réparation psychique inconscient et évolutif. Ils ont mis en place des scénarios pour simplement tenter d'être aimés ou reconnus. Et ils constituent, ces scénarios, le bon côté de la médaille, les qualités, les compétences, les ressources dont notre être a besoin pour évoluer. Et du mauvais côté, un jour ou l'autre, ils se retournent contre nous. En effet, croire que l'on doit toujours se débrouiller seul peut conduire à l'orgueil et à l'isolement. Se couper de ses ressentis peut conduire à la dépression, tout simplement par la disparition de l'envie et de l'enthousiasme.
Vouloir devenir parfait peut conduire au stress et à la frustration en permanence, tout en exerçant une certaine tyrannie sur l'entourage. Travailler dur, travailler trop dur peut conduire à l'épuisement et à la dégradation de la santé. Quant à l'obsession de se dépêcher, eh bien, elle peut conduire à ne jamais savourer notre rythme et vivre l'instant présent. Le véritable cheminement de guérison de la dépendance affective consiste en toute sécurité à transformer nos croyances limitantes et à en retrouver et à en accepter le sens. Autrement dit, chaque limite douloureuse du scénario intra-utérin a obligatoirement généré des trésors de capacités et de talents pour survivre et tenter d'être aimé. Alors gardons simplement à l'esprit que l'ensemble de ces ressources constitue la richesse de chaque individu, la richesse que l'individu reconnaît souvent avec difficulté. Et libérer le scénario permet de mettre en lumière toutes ces richesses, d'amplifier celles qui sont déjà utilisées et de révéler celles qui sont oubliées, volontairement ou non. Retrouver l'estime de soi, se savoir digne d'être aimé, prendre sa place, redonner à chacun sa part de responsabilité et déculpabiliser, recontacter la confiance en soi et se sentir capable, trouver du sens. Eh bien, tous ces éléments de libération permettent d'investir sa pleine puissance et de prendre sa juste place et de s'épanouir dans la légèreté et dans la joie. Au final, jusqu'au jour de ces prises de conscience, eh bien, les modèles du passé n'ont jamais cessé de se rejouer dans la souffrance. Guérir de la dépendance affective, c'est reconnaître que les expériences de la vie ont été des cadeaux sur le chemin de l'évolution. De les accepter, d'exprimer les ressources non plus dans la douleur et la punition, mais dans l'amour et la légèreté, en comprenant qu'elles sont à jamais acquises. Et lorsque vous faites ce travail, lorsque vous faites le boulot, eh bien, de nouvelles valeurs enfouies se révèlent alors et s'expriment en s'intensifiant. Et c'est ça qui est bon. Donc voilà, le problème de la dépendance affective, eh bien, c'est d'aller chercher à l'extérieur pour combler ces manques intérieurs. Nous l'avons vu. Eh bien là, nous y sommes. La libération des mémoires prénatales, et la libération des mémoires de naissance également, eh bien, c'est la voie remarquable de guérison. C'est un tremplin unique d'éveil à notre être intérieur et d'expression de notre potentiel dans un cheminement d'ouverture de conscience et de réconciliation à nous-mêmes et au monde. C'est aussi une renaissance à qui nous sommes vraiment. Et c'est aussi reprendre le pouvoir sur notre vie. Pour ce qui est, donc ça c'était pour les mémoires natales, prénatales. Pour ce qui est de la réparation des mémoires postnatales. Concrètement, nous procédons en utilisant des jeux de rôle et des techniques issues des constellations familiales. Cela peut être par exemple de permettre à cette partie de vous en manque affectif de s'autoriser à demander et recevoir l'affection qu'elle attendait tant de ses parents défaillants qui étaient bien incapables de la lui fournir à l'époque. En séminaire résidentiel de thérapie, nous utilisons des membres du groupe choisis par la personne comme parents de substitution. Et les résultats sont tout simplement époustouflants. De telles réparations donnent des résultats immédiats et spectaculaires et permettent de réparer rapidement la dépendance affective et les dépendances qui en découlent. Alors voilà, vous savez maintenant quelle méthode utiliser pour transformer vos croyances, pour réparer le manque affectif et libérer les peurs. Et pour rappel, le problème de la personnalité dépendante affective, il est triple. Il a des croyances limitantes parce qu'il ne pense pas être digne d'être aimé. Le problème, il est émotionnel car elle est triste, elle manque d'amour et elle a peur d'être abandonnée, d'être rejetée. Et enfin, le problème, il est comportemental, c'est-à-dire qu'elle ne satisfait pas ses propres besoins et désirs, elle ne se met pas au centre du jeu, elle ne sait pas poser des limites et ne sait pas s'affirmer. Alors, nous avons vu que vous pouvez transformer vos croyances, problème numéro 1, et régler le problème émotionnel numéro 2. Reste maintenant un dernier problème. Comment régler le problème comportemental lié à la dépendance affective? Eh bien, régler le problème comportemental lié à la dépendance affective, c'est mettre en pratique deux actions. La première action, c'est se traiter avec bienveillance. Et la seconde action, c'est apprendre un nouveau comportement plus efficace
c'est apprendre à s'affirmer. Alors, comment apprendre à s'affirmer? Apprendre à s'affirmer, c'est changer ses habitudes. Changer ses habitudes, c'est s'entraîner jusqu'à intégrer de nouvelles habitudes en mode pilote automatique. Pour faciliter l'acquisition du comportement affirmé, j'ai développé, il y a plusieurs années de cela maintenant, une formation spécifique, c'est ma formation phare, Affirmez-vous et osez, que je mets à votre disposition. Sous cette vidéo, vous avez un lien, en fait, et je la mets à votre disposition sous la forme d'un challenge. C'est le challenge 21 semaines pour s'affirmer, s'estimer et prendre confiance. En vous inscrivant au challenge, vous allez pouvoir acquérir le nouveau comportement affirmé en 21 semaines. Alors voilà, tout ce dont je viens de vous parler, c'est exactement ce que font les personnes quand elles viennent en séminaire résidentiel de thérapie. C'est ce qu'a fait Nathalie et toutes les personnes qui se sont libérées de la dépendance affective et de toutes les dépendances qui en découlent. La vérité, c'est que tout le monde peut se libérer de la dépendance affective et accéder à l'enthousiasme et à la confiance et à l'assurance. Il suffit de transformer vos croyances, vos pensées automatiques, de libérer les émotions accumulées depuis des années et de réparer les parties en vous qui sont en manque affectif. Et enfin, il suffit de se traiter avec bienveillance et d'apprendre les techniques d'affirmation de soi. Ce sont les 3 seules choses que vous devez faire pour vous libérer de la dépendance affective et retrouver la confiance, l'enthousiasme et l'assurance. Si vous engagez ces 3 actions, il n'y a aucune raison pour que vous ne réussissiez pas à vous libérer de la dépendance affective et des peurs de l'abandon, du rejet et des autres types de peurs. Quand il s'agit de se libérer de la dépendance affective, vous devez vous concentrer sur 3 choses. Et c'est tout. Transformer vos croyances limitantes vis-à-vis de vous-même et de vos potentiels. Réparer le manque affectif et libérer vos émotions engrammées. Apprendre les techniques d'affirmation de soi et vous traiter avec bienveillance. Alors voici les résultats qu'a obtenu Nathalie, qui a appliqué cette méthode. Elle a obtenu ces résultats en s'impliquant dans son travail. On regarde le témoignage de Nathalie. Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'habite à Lyon depuis peu, depuis 8 mois. J'étais mal avec moi-même et donc avec les autres aussi. Je me sentais inutile, pas confiance en moi et je me reposais beaucoup sur les autres. Moi, je demandais énormément d'aide aux autres. C'est-à-dire que mon mari faisait beaucoup les choses pour moi. J'en ai eu tellement assez de cette situation et je savais que ça pouvait changer, que je pouvais voir peut-être le monde autrement parce que tout m'agaçait, tout m'exaspérait. Je souffrais tellement en moi que j'avais envie que ça cesse. Qu'est-ce qui m'a marqué pendant le séminaire? Énormément de choses, énormément de choses. C'est surtout que j'ai appris que ça venait de moi. Toute cette toxicité, c'était moi qui l'avais avec moi-même. C'est ça surtout. Et ça a été un grand choc pour moi. De me sentir, en fait, j'étais responsable de ce qui se passait dans ma vie. Et j'avais tendance à accuser les autres. C'est ça le problème. Et ça a été dur, ça a été pénible à un moment donné dans le séminaire pour moi au début. Et je l'ai accepté et je me suis ouverte et j'ai écouté et j'ai appris énormément, énormément. Et je vous en remercie, hein, vraiment, du fond du cœur. C'est énorme ce que j'ai appris sur moi. Alors, quand je suis arrivée à la maison, je me suis sentie libérée. Mes peurs avaient disparu et j'ai envie, moi qui suis à la retraite, j'ai envie de reprendre un travail. Je m'étais coupée du monde et là j'ai envie de reprendre ma vie en main d'un point de vue professionnel. D'un point de vue aussi, je ne savais pas gérer mes comptes. C'est mon mari qui s'occupait de mes comptes et qui s'occupe toujours de mes
compte, mais plus maintenant. Depuis peu, j'ai repris mes comptes. Et maintenant, j'ai envie de compter vraiment sur moi. C'est vraiment le terme, c'est ça, c'est compter sur soi. Et l'argent, je n'y arrivais pas. J'avais une grosse peur, des grosses angoisses. Et maintenant, c'est terminé. J'ai pu aller regarder ce que j'avais à ma banque. J'ai pu faire des virements. Enfin, vivre normalement et sans peur. Je suis encore là, vivante. Et merci à la vie. Merci. Ah oui, Cyril. Et puis j'ai envie de faire un travail pour aider aussi les autres à y voir clair en eux. J'ai envie de continuer la méditation, la pleine conscience. J'ai une formation là-dessus et j'ai envie de continuer. Et puis, j'apprends toujours de moi, ce qui est passionnant. Je suis un peu je dirais ce que j'adore de voir dans ma vie, c'est d'être mon rat de laboratoire. Je suis moi-même mon petit rat de laboratoire. J'adore, j'adore. Ce qui a changé en moi, c'est la vision du monde extérieur, où aussi maintenant je vois la souffrance de mes enfants, je vois la souffrance de mon mari actuel, euh, et je ne prends plus pour moi cette souffrance. Avant, j'avais tendance à culpabiliser, à prendre sur moi beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai eu des opérations des épaules, pas pour rien. Je prenais beaucoup. Ben non, je vois que c'est leur souffrance, leur toxicité à eux-mêmes, et je peux les aider beaucoup plus facilement en étant moi-même, en étant sereine avec moi et en prenant pas du tout leur toxicité. Voilà, ça c'est énorme ce que ça a changé pour moi. Et je vois que mes enfants, même alors je peux me permettre de le dire, c'est mon mari a pleuré dans mes bras. Et ça a été un très beau cadeau. C'est quelqu'un qui ne montre pas du tout ses sentiments. Et là, il a pu évacuer 2 fois dans mes bras. Et j'ai dit, c'est fantastique. Aussi, ma petite dernière, après le séminaire, elle était très mal dans sa peau et elle m'a parlé à cœur ouvert. Jamais elle n'a fait, mais j'ai eu plein de cadeaux, énormément de cadeaux. Et par des gens extérieurs aussi. Dans la rue, je me suis amusée aussi à dire bonjour, à sourire et à dire bonjour aux inconnus, à des hommes, à des femmes. Alors les femmes, c'était plus facile pour moi, les hommes un peu moins. Et là, maintenant, c'est devenu mais très facile. Et j'ai eu des retours agréables, mais vraiment agréables. J'adore. En fait, ma vie devient des expériences et de belles expériences. Ah, je dirais que n'hésitez vraiment pas parce que j'ai fait beaucoup de. J'ai été en psychologie, j'ai fait des stages de bien-être, de s'affirmer en une journée. Là, je dis franchement bravo Cyril, bravo Georges et Françoise. Les séminaires sont vraiment remarquables. J'avoue que vraiment, je conseille vivement aux gens de dépendance, qui sont dépendants affectifs de le faire. Ça vous libère. C'est vraiment le mot, c'est libérer et voir la vie autrement et arrêter de s'empoisonner, de croire que c'est les autres les mauvais, parce que je vais quand même me permettre de le dire, c'est nous qui sommes toxiques, avec nous-mêmes, en premier lieu. Parce qu'on a toujours le choix, on est toujours libre de dire non. Mais écoute, c'est vraiment ça, Cyril, je ne peux pas te dire mieux, c'est libérateur. C'est c'est libérateur. Et je voulais dire, parce que les soucis, eh bien maintenant, je les vois comme de jolies fleurs.
c'est vraiment merveilleux parce que ça nous fait grandir en amour pour soi et en connaissance de soi. C'est incroyable comment c'est magnifique. Alors donc les soucis, comme je te disais, je les hume, je les observe. Oui, mais c'est merveilleux. Faut pas avoir peur d'avoir des problèmes parce qu'il y a toujours des solutions et des solutions qui viennent, mais pas dans notre champ qu'on a l'habitude de croire que c'est ça. C'est illimité. Ça vient de je ne sais pas d'où, mais c'est incroyable, c'est magique. En fait, la vie est magique maintenant pour moi. C'est devenu magique. Moi qui n'aimais pas écrire, j'ai écrit une pièce de théâtre et je vais la jouer le 12 mai. Ça s'appelle Mur de rêve et c'est ma vie. C'est sincère, Cyril, c'est vraiment sincère et c'est vrai ce qui se passe dans ma vie, c'est incroyable. Moi qui n'aimais pas écrire, je me mets à écrire. Et c'est des gens qui m'invitent à écrire, de l'extérieur qui m'invitent à écrire. Incroyable quand même. Hein. Et des gens qui sont d'un niveau littéraire et qui ont senti quelque chose en moi. Et qui, c'est ça qui est beau. C'est incroyable ce que l'être humain peut faire entre nous. Comment on peut s'attirer pour avoir du bon aussi, énormément. De tirer le meilleur de toi. Ça aussi, c'est ça que j'ai remarqué après le séminaire. J'ai jamais été autant heureuse qu'aujourd'hui, tu vois. Enfin, ces moments-là, c'est incroyable. Yes, yes. Et je continue parce qu'il faut être toujours vigilant. Ça, ça j'ai bien compris qu'il fallait être humble et être toujours vigilant, s'observer toujours. Ça, c'est vraiment le petit rat de laboratoire. Je suis mon propre rat de laboratoire et j'adore. Donc, je suis heureuse d'avoir dépensé cet argent aussi, que franchement, ça vaut vraiment le coup. Incroyable. Incroyable. Waouh, 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 waouh. Waouh. Merci, merci, merci Nathalie pour ce témoignage inspirant. Ça fait vraiment chaud au cœur de t'entendre. Alors si vous aussi, comme Nathalie, vous en avez marre et vous avez envie de vous libérer de votre ou de vos dépendances, vous avez envie de vous libérer des peurs qui y sont associées, inscrivez-vous au challenge 21 semaines, le lien est sous la vidéo, et prenez un rendez-vous téléphonique avec moi pour vous inscrire au séminaire. Le lien est également sous la vidéo. Si vous avez appris des choses et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker pour le dire à YouTube. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, la vie est belle. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.